Françaises, Français, Belges, Vampires, Témil, Karate Kid et membres des Autobots, bienvenue dans l'épisode 13 des rencontres du Troisième Geek. Nous vous souhaitons une bonne année 2022, bien entendu. Nous vous souhaitons une année pleine de découvertes, de jeux au design originaux, des séries au scénario captivant et des films qui n'ont pas pour mission de créer une franchise. Janvier, c'est le moment des bonnes résolutions et comme l'année dernière, j'ai décidé de ne pas en avoir. À part peut-être me remettre à Red Dead Redemption pour enfin réussir à le finir Probotector 2 sans continu et me refaire le premier Megaman pour savoir si j'arrive à le finir aussi vite que quand j'avais 12 ans. C'est le moment de vous parler un peu du programme de ce soir. Donc, nous avons comme premier débat un débat un peu sérieux pour une fois, pour la gestion des parents et des jeux vidéo, qui est pas toujours évidente. Et en deuxième sujet, on parlera de 2022. Est-ce l'année de la PS5 un peu plus d'un an après sa sortie, est-ce que la PS5, les jeux PS5 vont être un petit peu vont montrer un petit peu une nouvelle façon et en sortir un petit peu de ce qu'on connaît déjà. Donc ce soir, j'ai non pas 2, mais 3 invités. Donc honneur aux dames. Virginie, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, je suis maman de 2 enfants, 12 et 7 ans, Florian et Maëlys. Et puis moi j'ai fait une reconversion professionnelle, donc ça y est, j'ai mon diplôme. Donc je suis une toute jeune audioprothésiste qui met les appareils auditifs, qui ajuste. Eh ben félicitations. Merci. Et donc Virginie, tu vas faire la moitié de l'émission. Après Steph qui va prendre la suite. Salut Steph. Salut. Tu pourrais dire quelques mots du coup, c'est ça ? Oui, vite fait, oui. C'est déjà venu 2 fois. Stéphane, je suis motion designer, animateur graphique en français. Je suis également papa des mêmes enfants que Virginie. Ah, ça tombe bien. C'est bien. Voilà. Hop, on fait l'émission en famille. Et voilà. Eh ben, bienvenue à toi, Steph, également. On accueille quelqu'un, un voisin de la France. Salut Cédric. Oui, salut. Donc là, on part sur un plat pays, on va dire. Le plat pays, comme ton accent peut-être le fait sentir. Tu peux te présenter en 2 mots ? Voilà, je m'appelle Cédric, 37 ans, je suis dans la médecine d'urgence et je suis aussi papa de 3 enfants, Rose, Heidi et Amaury, qui ont respectivement 13, 10 et 9. Donc voilà. Eh ben, bienvenue à toi pour ta première participation à l'émission. On dit bonjour à Franck aussi, Franck Le Guen. Ouais, salut tout le monde. Et ben c'est parti. Maintenant, on va commencer. Première rubrique, Misto News du monde. C'est parti. Jingle. Les Misto News du monde. Les Misto News du monde. Je vous rappelle le principe. J'ai récolté des petites news. Un peu jeux vidéo, séries, ciné, et je vous les balance. Vous me dites ce que vous en pensez. Si c'est cool, c'est michto. Si ça vous intéresse moins, c'est pas michto. C'est parti. Michto, pas michto. La série The Boys revient pour une saison 3 en juin 2022. Il y a des fans de la série The Boys ? Ouais. Virginie ? Ouais. J'aime bien. On le regarde en famille, c'est sympa. Avec les enfants ? Ouais. Ils aiment bien. Ils aiment bien ? Toi, Cédric, ça te parle ? Ah non, je suis pas trop, moi. Je suis plus autre chose, moi. Mais bon, qui sait, pourquoi pas. Et toi, Steph, allons-y, tant que tout le monde est là. C'est michto, ouais. Michto, vous regardez The Boys ? Alors, chaque fois, je pense que ça va être un peu plus dans le trash, chaque fois. Mais en tout cas, c'est une série qui est quand même, je trouve, qui décale un peu la réalité des super-héros, donc c'est plutôt cool. Attention, deuxième news, michto, pas michto, il y a la série... Il y a une série Fallout qui est en préparation sur Amazon. Alors pour rappel, Fallout c'est un jeu Bethesda, c'est des jeux de rôle post-apocalyptiques. Est-ce que une série Fallout vous intéresserait ? Moi je dirais que ça peut être sympa. Tout dépend de comment ils le font, parce que parfois les adaptations c'est pas super, on va dire. C'est un petit peu la mode, je sais pas. Steph et Virginie ? Connais pas. Moi Fallout, j'ai pas trop joué au jeu, donc je connais pas. Par contre, les séries post-apocalyptiques, sur le principe, j'adhère. On voit que c'est une mode, après The Witcher, après, ça va dérouler un petit peu dans tous les sens. En tout cas, c'est en préparation. Et Amazon, chaque fois, il rafle la mise. Michto, pas michto, Netflix prépare une série, sur Sissi l'impératrice. Et voilà. Donc, on connaît les films avec Romy Schneider, mais,
Netflix prépare une série, vous regarderiez. Ah, moi, j'ai entendu que c'est 50 nuances, hein. Si, 50 nuances, hein. Tu fais un mash-up. Cédric, toi, si. Ah, j'adhérerais avec les enfants, parce que là, je suis sûr qu'ils vont me dire, papa, si tu dis le contraire, on va te... Voilà, sans passer un peu le mot. Bon, si, c'est quand même... est-ce que c'est un film un peu de Noël, un film qui repasse tous les ans à Noël un peu? On peut dire ça? On peut dire, maintenant, tout dépend de la version dont ils vont faire, mais il y a tellement de versions, mais c'est le genre de choses qui peuvent adhérer la famille. Je crois que la version qu'ils ont prévu de faire, et il me semble d'ailleurs, n'a rien à voir avec les films. Hein. C'est plus sérieux. Et des Godmichi, quoi. Alors, si vous avez entendu quelque chose, je crois qu'il y a un micro qui est tombé, je sais pas lequel. On va continuer. Michto, pas Michto, ça c'est une news, c'était Tupac Shakur, je sais pas comment on prononce, Tupac Shakur, qui aurait dû jouer le rôle de Samuel L. Jackson dans le préquel de Star Wars. Est-ce que vous pensez qu'il aurait fait une belle apparition? Ça s'est sorti là. Non, c'est aucun avis. Aucun avis. Aucun avis, ne se prononce pas? Non, aucun avis non plus. Bon. En même temps, on va pas refaire l'histoire. Alors, aussi, Michto, pas Michto, il y a le système de propulsion des chasseurs TIE de Star Wars. En fait, ça existe vraiment. En fait, c'est un dispositif où ils utilisent des panneaux solaires et ils produisent du gaz ionisé. Et donc, ça permettrait de pouvoir se déplacer dans l'espace sur les grandes distances. Et donc, le modèle qui avait été prévu à la base dans Star Wars pourrait vraiment exister. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle pour l'exploration spatiale? Michto. Wow. Moi, je veux conduire un TIE Fighter. Un TIE Fighter. Cédric? Grand fan de Star Wars, je serais dedans, ça c'est clair et net. Voilà. Et toi, Virginie? Bah oui, clairement. Bon, écoutez, on va investir dans la boîte qui fait ça. Autre news, en 2021, il y a une stat concernant les entrées de ciné, il y a un quart des tickets en 2021 qui s'est vendu, c'est un film Marvel. Un quart un ticket de cinéma sur 4 est un ticket Marvel en 2021 aux États-Unis. Vous en pensez quoi? J'en pense qu'ils prennent tout maintenant. Hein. Quand tu vois le nombre de franchises qu'ils font, c'est un peu logique. Hein. C'est du grand public, c'est spectaculaire, donc les gens adhèrent. Moi, j'en pense que je sais pas si la stat est significative vu qu'il y a eu 2 mois d'ouverture des cinémas en 2021. Oui. Bon, moi je trouve en tout cas qu'il y a un large monopole quand même ça on le sait, mais des films, donc on pourrait penser que comme ils accélèrent en plus les choses, que ça pourrait un petit peu s'aggraver. Bon, ça c'est mon point de vue. Non, il y a que moi que ça choque. J'aurais pas tendance à dire que ça choque. Pour aller au cinéma, il faut aller voir quelque chose de spectaculaire. Hein. Aller voir par exemple les Tuches 3 par exemple, ce qu'il peut le voir sur la télé. Cinéma, ça va plutôt donner quelque chose d'assez important. Donc c'est sûr qu'ils vont prendre un gros monopole par rapport à ça. Il faudrait voir le corollaire, effectivement, avec les séries, quoi. C'est ça. Oui, mais après, on pourrait aussi penser que les prochaines séries qui vont sortir, notamment Seigneur des Anneaux en septembre, peut-être que ça aurait mérité, on verra, si ça aurait mérité d'être vu sur un grand écran. Mais bon, on verra ça. Pour info, Franck, je te vois pas sur la caméra, je sais pas combien de temps il reste. Bon, tu me le diras, y a pas de problème. Hideo Kojima il veut se lancer dans le cinéma et les séries, parce qu'il a créé un service spécial de sa boîte pour développer des films et des séries. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? C'est une bonne nouvelle, si on arrive à comprendre ces scénarios. Bon, on les comprend, ces scénarios, Steph, t'exagères, franchement. Ça dépend lesquels. Hein, j'aurais dit pareil que Steph, en fait. Tout dépend du scénario et si on arrive à le comprendre. Alors, moi, je suis un grand fan d'Hideo Kojima et donc forcément, moi, je trouve ça hyper intéressant. Tout ce qu'il fait, je suis... Merci Franck. Et je suis très fan, et notamment de Death Stranding, qui est pour moi un des meilleurs jeux qui a été fait. Et même si j'ai dû parcourir beaucoup de vidéos YouTube pour qui expliquent le jeu, parce que j'avais pas tout compris. C'est compliqué. Bah, tu donneras le lien, ça m'intéresse. Je rejoins le commentaire si le scénario dépend du scénario. Ouais, oui. Mais c'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est bien. Autre news, Ghost of Tsushima, il vient de dépasser les 8 millions de ventes, soit autant que Days Gone. Et je sais pas si vous avez suivi la polémique, c'est que quand Days Gone était sorti, il a fait 8 millions, et Sony a dit, on fera pas de suite, vous avez fait que 8 millions, et là, Ghost of Tsushima a passé les 8 millions,
Et là, il a eu un director's cut, il a eu peut-être, je pense que ce qui est envisagé, c'est un deuxième. Et voilà. Et donc, il fait un peu le rageux, celui qui a fait Days Gone. Vous en pensez quoi? C'est un super jeu. Dans un sens, toujours récompensé en tant que tel. Maintenant, entre les director's cuts qui sont sortis et tout, c'est sûr que ça fait augmenter les ventes par rapport à un jeu qui va atteindre ce chiffre-là dès le départ. Et vous, c'était Virginie? Donc, je n'ai pas d'opinion particulière par rapport à ça, désolé. Pas d'opinion. Pas d'opinion. Virginie? Qu'est-ce qu'on cause? C'est pas le jeu auquel tu joues, forcément. Sinon, Mario Kart 9 devrait sortir en 2022. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui. Ah, il y a des joueurs de Mario Kart? Oui. Bonne nouvelle pour mon fils. Bah, ça fait partie des 3 jeux pour lesquels les gens achètent des Switch, sur Mario, Zelda et ça. T'es un joueur de Mario Kart, Cédric? Non, je suis pas fan, mais je sais que mes enfants, et en particulier ma plus grande Rose, certainement y jouent. Donc, à mon avis, elle sera particulièrement fan et contente. Bon, il y a un set de Lego Sonic the Hedgehog, il est sorti. Est-ce que vous achèteriez une nouvelle boîte de Lego dédiée à Sonic? Oui, je suis pas fan. Mon perso, pas fan du tout. Pas fan du tout? Non, ça intéresse personne? Notre fille, ça l'intéresserait peut-être par contre. Ah, bon, on va pas lui dire. Je vais lui souffler. Mais j'ai pas le prix, parce qu'on avait fait une news une fois sur le Titanic, là, à 9 000 € qui était sorti. Ça, c'était pas mal. Sinon, ils veulent faire un reboot du jeu GoldenEye 007 qui était sorti sur 64. Ils veulent faire un reboot. Michto ou pas Michto? Bon, moi, je dirais pas misto. Il y a trop de reboots pour l'instant. Trop de jeux dont on essaie de refaire des versions. Je trouve qu'on devrait aller un peu plus vers l'originalité. Oh, bon, on espère en 2022. Non, voilà. Pas intéressé GoldenEye? Allez, Michto. Bon, bah écoutez, merci messieurs dames, on va pouvoir passer au sujet 1, donc jingle, sujet 1. Jingle, sujet 1. Sujet 1, pour cette émission, j'avais voulu préparer quelque chose d'un peu différent, en tout cas de pouvoir donner la parole à des parents joueurs ou des parents pas joueurs, et d'avoir un sujet un peu plus sérieux. Par rapport aux enfants et aux jeux vidéo, parce que ayant une activité professionnelle avec des enfants, on voit bien à quel point c'est parfois compliqué, que ce soit avec quelle que soit l'origine sociale ou culturelle, parce que quand même les jeux vidéo sont bien rentrés dans tous les foyers, et j'avais envie qu'on puisse en parler un petit peu, et en tout cas pour les auditeurs, qui puissent un peu avoir l'avis de parents et qui est un peu exprimé, que chacun puisse un peu s'exprimer. Alors, première question, les jeux vidéo, est-ce un problème générationnel qu'on n'a jamais vu avant? En tout cas, est-ce que l'impact des jeux vidéo de cette génération, pour les enfants, on va dire entre 7 et 13 ans, est-ce que c'est quelque chose qui est propre à la société actuelle ou pas? Qui veut commencer? On va laisser l'honneur aux Français. Virginie, vas-y. Disons que il faut être dans le coup, quoi. Moi, je jouais quand j'étais plus jeune, pas au même âge que mes enfants, et c'est vrai que on peut être vite dépassé par les jeux et ce qui est différent, ce que nous on n'avait pas, c'est bon, nous on apprenait le jeu comme ça, on avait moi j'ai joué avec des PC et donc on craquait toujours des codes pour aller un peu plus vite dans les jeux, on cherche toujours à aller plus vite, à être plus fort. Et là, ce qui est différent, ce que je vois, c'est que surtout mon grand, il passe des fois plus de temps à regarder des youtubeurs, enfin des gens qui se filment en train de jouer que de jouer. Ça, c'est un truc que j'ai pas trop capté, ça. Voilà, donc j'ai l'impression que on joue pas de la même manière. Voilà. C'est quelque chose que tu partages, Cédric? C'est vrai que c'est quelque chose que je partage, dans un sens où parfois, tiens, pour telle ou telle chose, on se dit, tiens, je vais regarder qu'est-ce que lui fait ou qu'est-ce qu'il fait. On regarde quasi presque tous les astuces de joueurs qui seraient, en tout cas connus par rapport à son jeu préféré. Mais une chose qui a fort changé, c'est que quand moi je jouais, c'est vrai, je suis un peu concerné, j'étais sur PC au départ, et encore les tout premiers ordinateurs de début. Mais aujourd'hui, les enfants ont un accès à une technologie qui est bien plus poussée et qui les emmène dans des endroits beaucoup plus variés que ce qu'on pouvait avoir
À côté de cela, quand on voit la société actuelle ou même tout ce qui est lié à la télé, c'est sûr que on n'est pas du tout dans un même cadre générationnel. Nous, on a démarré dans le jeu vidéo et eux, ils en sont en fait en plein pied dès le départ, en tout cas. Et est-ce qu'on peut dire que, enfin, en tout cas, c'est mon avis et je pense que c'est proche de la réalité, c'est que la génération des enfants maintenant dans la tranche d'âge dont j'ai parlé, c'est peut-être la première génération qui ont eu des parents joueurs et qui ont des parents joueurs aussi. C'est peut-être ça la différence. Moi, je me rappelle quand j'ai eu ma NES à la fin des années 80, les parents, ils étaient totalement largués, mais pas sur cette génération de consoles. Ils étaient largués sur tout ce qui était jeux vidéo. Oui, ça c'est vrai, tu as raison dans ce que tu dis. Puis surtout que parfois même les enfants viennent à nous demander des conseils. Moi, je me rappelle comme quand j'étais à leur âge, on pouvait demander des conseils, hein, ils n'en savaient rien, mes parents. C'était quelque chose qui était complètement nouveau et dont ils se mêlaient peu. Maintenant, c'est tout à fait le contraire. On accompagne les enfants et parfois même on joue avec eux. Donc, c'est toute la différence. Et je voulais savoir, toi, Virginie, tu parlais aussi que tu étais joueuse aussi. Est-ce que pour toi, tu considères que les jeux vidéo, c'est un peu une transmission ou c'est quelque chose où il se trouve que c'est un peu un hasard que tes enfants, notamment ton plus grand fils, il aime jouer? Ouais, je pense pas qu'il y ait de hasard. Sans parler du papa, bien sûr. Non, on est tous les deux joueurs, donc ça aurait été étonnant qu'il le soit pas, mais pourquoi pas après tout. Mais c'est vrai que autant pour Florian, on a eu quand même il a commencé très jeune en fait à jouer, bien avant 7 ans, et on s'est dit c'était peut-être un peu tôt. Parce qu'après, il y a eu des campagnes de prévention disant oui, à 4 ans. On va en parler des préventions. Voilà, c'est peut-être pas terrible. Alors, on a voulu essayer pour notre deuxième, dire de peut-être pas la mettre tout de suite dans le jeu. Bon, maintenant, à 7 ans, elle y est dedans. Non, je pense que c'est comme la télévision, un peu ce discours qu'on peut avoir. Ça fait partie, nous, on la regarde. Ce serait difficile d'empêcher les enfants de pas regarder la télévision ou de pas jouer. Donc, voilà, il faut vivre avec ça. Alors, faut pas que ça enlève tout les liens, c'est ça. On va peut-être parler aussi du lien. Est-ce qu'on arrive à se retrouver, à parler encore ensemble, voilà. Et voilà, c'est ça. Il y a se réapproprier ça dans la vie de famille, quoi. Cédric? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. C'est pour ça, je trouve qu'il y avait plus une fracture générationnelle à notre époque quand on était enfant que maintenant, où en soi on est plus au clair avec ce que c'est et dans l'accompagnement. Maintenant, venir à dire tiens, est-ce que c'est trop tôt pour jouer? Si je prends mes enfants, ils y sont à plein dedans déjà depuis plusieurs années et je pense que ça devait être aussi aux alentours des 6-7 ans, parfois pour des jeux très basiques et tout. Mais c'est sûr que ils en voient partout, hein, que ça soit publicité, télé, copains à l'école, et donc c'est très difficile entre guillemets de voilà. Et puis bon, quand on parlait de prévention, juste petit astérix, dans le domaine médical, le jeu vidéo est utilisé pour plein de choses, hein, que ce soit dans le terme de développement, même de rééducation. Donc ça a pris une place tout à fait à part aussi, hein, dans le service. Donc ça a son utilité, comme ça a ses dangers à tout niveau. Et je voulais revenir un peu sur ce qui est le plus compliqué. Si vous deviez un peu définir à l'heure actuelle quelle est la chose la plus compliquée ou quelles sont les 2 ou 3 choses les plus compliquées que vous rencontrez dans la gestion des jeux vidéo par rapport à vos enfants? Nous, clairement, c'est le temps qu'on leur laisse derrière l'écran. Parce que ça, voilà, et même nous, hein, on est les premiers victimes. On a l'impression qu'on passe quelques minutes et en fait, on a passé une demi-heure, 1 heure, voilà. Donc c'est ce rapportant qui, voilà, il faut mettre, je pense, en tout cas, il faut les aider, je pense, ou les accompagner avec des repères temps, voilà. On est un peu cruel, mais il faut aussi, parfois, c'est le rôle des parents, voilà, mettre un espace-temps. Je pense que c'est important, quoi. Sinon, ils ont plus ce repère-là. Et voilà, ça c'est une première chose, c'est le temps. Et nous, ce dont on a vraiment repéré qu'il y avait un souci, c'est notre fils, quoi. Parfois, il peut être agressif, quoi. Faut être honnête, hein. L'autre jour, je suis rentrée dans sa chambre, je comprenais pas, il pleurait et je lui dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Et là, il était en train de jouer à, je crois,
Clash Royale, je sais pas quoi, et non, mais je pleure tout seul, ça vient comme ça. Non, il était énervé, il n'arrivait pas à passer son niveau, quoi. Et voilà, donc en plus à un âge où il y a les émotions qui évoluent, donc voilà, il y a le temps, le stress du jeu que je veux gagner, les émotions qui viennent en plus, donc parfois on sait plus trop comment en tant que parent réagir. Quand on parle aussi, juste pour préciser, quand on parle d'agressivité, c'est pas le jeu vidéo qui le rend violent, comme on pourrait l'entendre, c'est plus le fait de le limiter dans son usage du jeu vidéo peut générer des comportements de frustration où lui il a envie de continuer, donc il devient agressif dans le sens énervé et répondre mal, etc. Donc c'est ça qu'il faut aussi gérer et canaliser. Cédric? Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. J'aurais bien tendance à dire que le temps de jeu que l'on peut leur accorder, surtout au plus d'enfants que l'on a, parfois au plus c'est difficile parce que parfois c'est l'un qui veut jouer à la place de l'autre qui veut prendre la manette parce qu'il n'y a qu'une seule console et que tout le monde veut entre guillemets pouvoir y jouer. Donc il faut pouvoir faire un peu l'arbitre et mettre surtout des règles qui permettent de cadrer les choses. Et pour ce qui est de l'investissement, je reviens un peu à mon fils qui est très investi, par exemple, dans Fortnite et qui, ça peut lui arriver, il est tellement dedans que à un moment, il suffirait qu'il se fasse avoir et ça peut, comme un peu que disait Stéphane, c'est pas de l'agressivité en tant que telle, c'est juste en fait une réaction par rapport à une situation dans laquelle l'enfant est tellement investi que finalement, il s'oublie dans là où il est tout simplement. Et donc c'est vrai qu'il faut pouvoir mettre des balises, cadrer les choses et de faire mettre ça comme étant un jeu. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est que si on compare notre génération à la leur, on n'avait pas tout ce système qui nous permettait de nous immerger dans ce genre de jeu qui maintenant devient de plus en plus réel, de plus en plus prenant par rapport à ce que nous on a connu. Donc ça, c'est vrai que c'est un clivage. Et est-ce qu'on peut dire que ceux qui jouaient à World of Warcraft ou que jouaient à Counter-Strike, il y avait une addiction mais qui était un peu plus adulte peut-être? Mais je vais donner un exemple. Moi, j'étais à l'époque un très grand, un gros joueur de DOD, qui était en fait un des modes de Counter-Strike. J'ai participé à la National League, même au championnat européen pour l'équipe nationale belge. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui était très addict. Mais il y avait une certaine parcimonie, c'est qu'à cet âge-là, on était quasi des jeunes adultes. Là, on parle d'enfants qui ont 7, 8, 9, 10 ans. Ce n'est pas du tout le même rapport. Et j'aurais tendance à penser que ces jeux-là, à l'âge de mes enfants à l'actuel, ça aurait été non. C'est clair et net. Et je pense que mes parents, ça aurait été la même chose à cette époque. Bon, je vois qu'il reste 1 minute. Et Virginie et Stéphane, si vous deviez donner quelques conseils, oui, à des parents qui peuvent nous écouter sur la gestion des jeux vidéo et des enfants. Et je demanderai la même chose à Cédric. Voilà, être clair avant faire confiance à l'enfant, il a le droit de jouer, mais voilà, dire qu'il y a un cadre, donc le préciser qu'il y a un temps, donc soit il faut lui mettre un réveil, je sais pas, quelque chose en tout cas pour bien cadrer le temps. Je pense que ça c'est important et l'enfant admet mieux, voilà, que nous tout d'un coup on lui dit bon c'est fini. C'est vrai que des fois ça peut être frustrant. Oui, mais là je peux pas enregistrer mon niveau. Voilà, il faut être flexible aussi, mais voilà. C'est ça, éviter la frustration dans le sens où ça sert à rien de lui interdire. On est dans un monde de jeux vidéo de toute façon aujourd'hui, donc on va pas lui interdire, mais il faut que le cadre soit clair et défini et respecté pour tout le monde. Cédric, en 2 phrases? Je dirais pareil, sauf que je rajouterais le fait de communiquer avec l'enfant, d'en parler avec lui et surtout de s'y intéresser, parce que c'est ça aussi, la relation familiale, le jeu vidéo dans la famille, c'est de s'y intéresser également. Comme ça, au moins, ça permet de créer des liens supplémentaires. Eh ben, ça sera le mot de la fin de ce sujet. Super. Merci beaucoup pour vos conseils. On va passer maintenant à Reçu sur Caramel, donc jingle. Vous avez du courrier. On a du courrier. On a reçu beaucoup de courriers sur notre boîte Caramel à la radio. Donc, toujours à peu près pour ceux qui connaissent pas. Donc, on est débordé même. On est débordé de mails. De courriers, ouais. Je vais vous lire des courriers et je compte sur vous pour répondre aux auditeurs qui nous envoient beaucoup de courriers. Martine Delila. Bonjour, je viens de m'abonner à Netflix. J'ai regardé quelques séries, mais je n'ai pas trop le temps. Je suis la présidente du fan club de la chanteuse La Rousseau.
dont le titre Tu m'oublieras hante encore les dance floors de France. J'ai appris qu'un des personnages vus dans Cobra Kai et avant dans Karate Kid s'appelait Daniel Larousseau. Je voudrais savoir si ce personnage était un hommage à cette grande chanteuse. Merci par avance. Est-ce que vous avez vu Cobra Kai déjà? Non. Non, Cédric? Moi non plus, je sais que mon fils l'a vu, mais pas moi. Alors, est-ce qu'il a pu te parler, te demander si ça fait un lien avec la chanteuse Larousseau? Mais est-ce que la chanteuse Larousseau est connue en Belgique? La chanteuse Larousseau est connue, oui. Maintenant, c'est pas non plus la grande chanteuse non plus, hein, mais elle est connue, c'est certain. Maintenant, à penser qu'il y en a un lien, je pense que... Tiens, je peux l'appeler, tiens. Non, à mon avis, il répondra plus à ça aussi. Bah, écoute, elle chantait Tu m'oublieras, je pense que c'est fait. Ok, donc, peut-être pas de lien. Ah, Franck, il essayait de placer Tu m'oublieras, mais il n'arrive pas. C'est pas très grave, Franck. Je pense qu'il y a d'autres titres qui passent sur Radium qui sont un peu mieux que ça. Ah, merci, Franck, merci. C'est une émission très 90 aujourd'hui. On va ressortir la Super Nintendo. Message de Sylvain de Boboche. Bonjour, ma fille de 17 ans a réussi à décrocher le rôle de Juliette dans une pièce de théâtre dont j'ai oublié le nom. Hamlet, je crois. Bon. Elle va jouer Juliette, donc. Elle est très contente. Elle m'a dit que son personnage mourrait à la fin. Afin de l'aider à préparer son rôle, je lui ai conseillé de s'inspirer de la scène de mort du personnage de Marion Cotillard dans Batman. Depuis, elle refuse de me parler. Et je ne sais pas pourquoi. Merci. Est-ce que vous savez pourquoi elle refuse de lui parler? Faudrait peut-être lui demander si elle a bien vu le film ou la bonne version du film. Alors, on est à la radio. Donc, elle refuse de lui parler parce que sa mère a mis la barre tellement haut en termes de jeu d'acteur que du coup, elle se sent incapable et pas au niveau. Ça doit être ça. Bah, c'est vrai, parce que je voulais mimer, moi là, mais bon, on est un peu à la radio, c'est un peu compliqué de mimer des choses à la radio, mais en tout cas, pour les auditeurs qui n'ont pas vu la fin de ce film, je pense que vous pouvez le trouver sur YouTube. Enfin, je pense que les gens en parlent encore de ça, on lui voilà. Donc à un moment, elle meurt, puis elle bouge plus. Enfin, donc voilà, donc c'est bien Roméo et Juliette et c'était qui a envoyé ça? C'est très méchant pour Marion Cotillard qui, à part ça, est quand même une excellente actrice. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, un autre message. Ah, c'est pas signé celui-là. Bonjour Radiums, j'écoute tous les mardis votre émission. J'exerce actuellement le poste d'homme de main d'un personnage appartenant au milieu du grand banditisme. Fan de Pulp Fiction depuis sa sortie, j'ai longtemps hésité avant d'ouvrir la Bible afin de pouvoir apprendre par cœur le verset récité par Jules lors de ses interventions à domicile. J'ai beau chercher, je ne trouve pas. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Vous vous souvenez? C'est le berger, je sais plus quoi. Je me souviens très bien. Non? Vous souvenez pas? Si. Eh ben, écoute, je lui fais une suggestion, c'est qu'il regarde en boucle Pulp Fiction et il finira par connaître par cœur la réplique. Et toi, Cédric? C'est une bonne idée, ça c'est une bonne idée. Je reviens sur Steph. Tu te souviens pas la réplique? Mais il faudrait que je le revoie en boucle. À mon avis, je vais suivre le conseil de Steph. Mais oui, et surtout, faut savoir que cette réplique, ce verset n'est absolument pas dans la Bible. Faut le savoir. Autre, parce que je pense qu'il va que 4 minutes. C'est un courrier de Evelyne de Romainville. Bonjour Radiums, et plus particulièrement Franck. Eh oui, t'as toujours tes courriers pour toi, Franck. Je vous appelle pour vous faire part de mon malaise. L'amour, c'est important dans la limite du raisonnable. Mon mari, Philou, est grand fan de Jack Nicholson. Avant notre mariage, il ne faisait que s'habiller en Joker. Or, depuis quelques mois, il a pris la fâcheuse habitude de défoncer la porte de la salle de bain avec une hache pour aller prendre sa douche. Nous en sommes à notre 12e porte. Je ne sais plus quoi faire. Notre fils Danny non plus. Que faire? Prendre une meilleure assurance habitation, au moins pour couvrir les dégâts. Ah, c'est vrai, c'est ça. Alors, pas la peine de remettre une porte, quoi. Oui, voilà, ils vont tout nus, ensemble, ne cachons rien. Ne cachons rien. Ou acheter une hache en mousse. Ah, acheter une hache en mousse. T'as raison.
Donc, Evelyne, tu sais ce qu'il te reste à faire. Jennifer de la cité Castor et Pollux. Bonjour Radiums. Bonne année à vous, surtout à Franck, même encore. Je suis une grande fan d'Harry Potter, de Serpentard et des méchants en général. Depuis le début du Covid, j'ai dû me faire tester à plusieurs reprises et ce n'est jamais un moment agréable. Pour moi, rien n'est vraiment ergonomique. Je voudrais que vous éclairiez ma lanterne. Expliquez-moi comment Voldemort peut réaliser un test PCR. Avez-vous vu ses narines ? Même chose pour Dark Vador. Pensez-vous qu'il ait besoin de se faire vacciner car il a un respirateur ? Sérieusement, répondez-moi, merci par avance. PS, Franck, pourquoi tu ne réponds plus à mes messages ? Alors, j'aurais tendance à dire que si je dois commencer l'analyse médicale, ça va être trop long, quoi. Mais bon, puisque les tests sont faits plus loin que la narine, c'est dans les fosses nasales, ben, il en a encore, Voldemort. Voldemort, il peut faire des tests PCR sur... Ouais, on a un médecin avec nous. Oui, tu valides ? C'est possible de faire un test PCR ? Ah, c'est possible, je valide en tout cas. Ah, très bien. Une autre réaction ? Non ? Bon, on se dépêche parce qu'il y a encore plein de courriers, puis Franck m'a pas encore fait des gestes avec les doigts. Ah, il fait 2. Dédé de Bruxelles. Ah, il y a un compatriote à toi, Cédric. Ah, c'est bien, j'écoute. Bonsoir la radio, je suis un grand fan de cinéma. Récemment, j'ai lu sur un forum que les films L'Arme Fatale étaient pas trop mal. J'avais déjà une idée du scénario, je pensais avoir compris, mais j'ai été déçu. À aucun moment, un des deux personnages ne pleure dans le film. Je m'attendais à ce que au moins leurs larmes étaient comme de l'acide d'Alien, mais non, il y a tromperie sur le film. Alors s'il vous plaît, expliquez-moi. Alors L'Arme Fatale, personne ne pleure dans le film, c'est normal ? Il rigole beaucoup, il crie. Il Les pleure larmes de, viennent après. il pleure de rire. Voilà. Non ? Rien d'autre. Il est en train de se mettre. Bon. Oui. Je sais ce que c'est. Une minute. Une minute. Ah bon, j'en ai encore une ou deux. Didi de Boboche. Bonjour la radio. J'ai besoin d'un conseil concernant ma femme. Elle n'aime pas les jeux vidéo, mais j'ai essayé de la convaincre de jouer avec moi. J'ai rebranché ma PS3 et j'ai mis le jeu The Last of Us. J'ai pris la manette et je lui ai donné une autre manette en lui disant qu'elle dirigeait Ellie. Elle m'a cru et on a fini le jeu. Maintenant, elle veut que l'on joue un autre jeu. Mais comme elle est nulle, j'ai envie de trouver un jeu où je pourrais lui faire croire qu'elle joue. J'ai peur qu'elle demande le divorce. Avez-vous des idées de jeu ? Alors, moi, j'avais pensé à Sonic 2. Ah non, Sonic 2, parce que on dirige Sonic et il y a Tail derrière. Donc, on peut donner une deuxième manette en disant, il y a Tail derrière, t'as vu. Donc, c'est une solution. Est-ce que vous avez d'autres solutions ? Franchement, j'en ai aucune idée. Bon, vous savez pas. La solution, c'est prendre contact avec un avocat. Ah, Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée pour préparer la suite. c'est foutu. Oh, on s'arrête là, Franck ? Bon, Franck, il dit on s'arrête là. C'est pas grave, j'en ai une dernière. Eh ben, passons tout de suite au sujet 2. Donc, jingle, sujet 2. Jingle passé, sujet 2, l'année 2022. Est-ce l'année de la PlayStation 5 ? Alors, Cédric et Steph et donc Virginie, vous êtes les heureux acquéreurs d'une PlayStation 5 et on a beaucoup parlé dans les émissions précédentes des nouveaux jeux, les jeux qui étaient cross-gen, des jeux qu'on se disait bon voilà, on a l'impression, même si c'était beaucoup plus beau sur la PS5, d'avoir à peu près les mêmes choses et on s'attendait à avoir des claques visuelles un peu et des choses totalement nouvelles. Donc la question que je pose, c'est est-ce que selon vous, cette année, on va vraiment passer un cap dans les jeux ? Qui veut commencer ? Cédric. J'y vais. Eh bien, j'aurais tendance à dire que je l'espère que ça soit un vrai cap et un vrai démarrage parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas eu énormément de grands jeux sortis. C'est vrai on donne beaucoup d'espoir avec des Gran Turismo 7, des God of War et d'autres encore jeux annoncés. C'est vrai que le mois de février-mars est quand même assez rempli en termes de sorties. Maintenant, on sait bien que pour les développements de jeux, il faut que les consoles évidemment suivent et c'est ça le grand risque et c'est ça un peu la crainte que j'ai.
c'est que si pas assez de consoles, ben on va un peu attendre et finalement ce sera pas cette année mais l'année prochaine finalement. Est-ce que tu penses que le développement des jeux et l'arrivée de nouveaux trucs un peu, nouveaux titres un peu, Ben, ça dépend du nombre de PlayStation qui sont vendus? Ben, j'aurais tendance à dire que quand on voit maintenant le marketing qui est fait au niveau par exemple du nouveau casque PlayStation VR 2 qui va sortir, c'est sûr qu'il est prévu pour PlayStation 5. Dès le moment où on sait qu'il y en a peu, on voit que généralement parfois les jeux sont remis. Allez, le prochain RPG sur allez, Harry Potter, on voit très bien que bon voilà, on déplace continuellement les jeux. Mais je pense que Stéphane sera certainement plus habile au vu de sa formation professionnelle d'y répondre. Mais moi personnellement, en tant que voilà joueur aguerri et un peu fan, j'ai tendance à penser que voilà, on a plutôt tendance pour l'instant à faire beaucoup de reboots et de remasterisés que de sortir de nouveaux jeux. Maintenant, voilà, avec beaucoup d'espoir pour cette année au vu de toutes les annonces, mais voir si maintenant si toutes ces annonces vont être tenues en tout cas. Moi et toi, Steph, 2022, l'année du grand spectacle sur PS5? Difficile à dire, évidemment, tant qu'on n'a pas, tant qu'on n'a pas pu voir ce qui va sortir. Je suis un peu d'accord avec Cédric dans le sens où aujourd'hui il y a encore un parc de consoles all-gen qui est encore considérable. Hein. La PS4 est encore extrêmement répandue, la PS5 avec les pénuries en plus, elle se répand et ils en vendent régulièrement, mais il n'est pas encore si large que ça comparé, je pense, au parc des anciennes consoles. Donc les développeurs de jeux, fatalement, ils essayent de continuer à faire des jeux cross-gen qui soient compatibles avec les deux consoles et font forcément ces jeux-là font forcément des concessions pour les nouvelles générations de consoles. Mais effectivement, il y a des jeux qui vont sortir cette année, comme effectivement. J'ai toute une liste. Après, on peut en discuter. De jeux. God of War, un certain nombre de jeux qui sont super prometteurs sur le papier. Donc on va espérer qu'on ait effectivement la claque visuelle et immersive attendue. Et ben justement, est-ce que vous avez pas peur, et c'est vraiment une question que je me pose, c'est de se dire d'avoir les mêmes choses, les mêmes jeux, mais plus beaux? Parce que est-ce que le prochain Assassin's Creed, il y aura encore 10 000 objectifs à faire avec toujours les mêmes choses, mais en plus beau? C'est-à-dire que des jeux plus beaux ne veulent pas dire des jeux plus intéressants ou différents d'une génération à l'autre? C'est la question que je me pose. Ouais, clairement. Ouais, vas-y. Je t'en prie, Steph, vas-y. Clairement, avoir une console de nouvelle génération veut dire plus de puissance, donc plus de capacité à générer, donc, avoir des jeux plus beaux et générer des environnements plus réalistes, plus immersifs. Ça veut pas dire évidemment que le jeu va être bien. Ça va dépendre pour qu'un jeu soit vraiment très bien. Ça va dépendre de son scénario, de sa réalisation évidemment, et du gameplay. Donc la façon dont on va jouer au jeu et est-ce qu'il va ce gameplay il va apporter quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on avait avant, ou même de révolutionner le genre, etc. Donc effectivement, si on a un énième Assassin's Creed qui se joue exactement de la même manière mais plus beau, ça va pas forcément faire pour moi être le jeu de l'année. Toi, Cédric, tu partages mes... Je suis d'accord, les graphismes ne font pas tout. Tout dépend de la direction du jeu. Parfois, on reste trop sur des acquis bien marqués qui ont fonctionné avant, mais à force d'y rejouer et de rejouer constamment, ça ne change pas grand-chose. Et donc, il y a la perte du plaisir du jeu. Donc, c'est sûr il peut y avoir de très beaux noms et de très beaux titres, mais il doit pouvoir se réinventer et trouver des choses nouvelles qui attirent les joueurs et qui marquent le coup, tout simplement. Et ça, c'est une direction artistique, effectivement, qui doit un peu changer des autres choses. On va parler des jeux un peu, mais moi, j'avais lu des débats un peu sur Internet, c'est sur les jeux trop longs. Car qu'on pourrait penser que des nouveaux jeux avec beaucoup plus de capacité. Et déjà, les gens râlent un peu sur et moi le premier, parce que je l'ai mis dans mon intro, mais de jouer à Red Dead Redemption 2, j'ai l'impression que c'est très, très, très long. Et on a l'impression qu'on n'avance pas. Est-ce que c'est une des craintes pourvu d'avoir encore des jeux qui sont encore plus longs et donc pas forcément on va pas jusqu'au bout, quoi. C'est un peu dommage. J'aurais tendance à dire que tout dépend du type de joueur qu'on est.
Il y a des joueurs qui adorent finir des jeux. Vous avez les chasseurs de trophées également, en fonction de la plateforme sur laquelle on joue. Et puis il y a ceux qui peuvent passer des heures et des heures constamment sur les mêmes types de jeux. Donc j'aurais tendance à dire que ça dépend plutôt du type de joueur qu'on est. Moi personnellement, c'est vrai que quand un jeu est trop long, ça ne m'attire pas plus. Mais si j'y m'y prends goût, j'aurais tendance à vouloir le finir, absolument, même si ça prendra un temps certain. Mais je crois que ça dépend purement de l'envie du joueur et du type de joueur qu'on est. Et toi, Steph, est-ce que la longueur des jeux, des fois, te rebute? Bah, je vais rejoindre Cédric un petit peu par rapport, ça dépend du type de joueur et de ce qu'on recherche dans le jeu. Après, je pense que les développeurs de jeux sont confrontés à une problématique, c'est d'en donner aux joueurs pour leur argent, en gros, parce qu'un jeu, ça coûte quand même cher. Et donc, évidemment, faire un jeu où au bout de 2 jours on a fini le jeu, ça peut frustrer peut-être certains joueurs. À côté de ça, faire un jeu très long dont on va augmenter la durée de vie artificiellement en faisant plein de quêtes annexes, mais qui va nous faire perdre de vue l'histoire principale au point qu'on ne sait plus où on en est, c'est aussi un peu pénible. Et c'est pas forcément le plus intéressant. Donc, je pense de toute façon, c'est toujours comme d'habitude histoire de compromis. Et trouver plutôt enfin pour moi en tout cas pour le type de joueur que je suis, ce serait plutôt de trouver un point intermédiaire. Entre l'intérêt et la longueur, C'est ça, ouais. Alors, je vais vous poser la question parce que j'ai toute une liste, mais si vous deviez me citer un jeu que vous attendez sur 2022, Cédric, un jeu. Un jeu God of War. Voleur, j'allais dire la même chose. Mais parce que tu l'as cité avant moi tout à l'heure. Et sinon, je peux changer aussi. Non, mais si vous en citez un autre, ce sera Avatar. Alors, on n'a pas de date, je crois, pour celui-là. Alors, moi, si je devais en donner un, je sais même pas lequel. Ah si, Crimson Desert. Je sais pas si vous avez vu, c'est un studio coréen, je crois. Et ça a l'air très très beau, fait avec des environnements comme ça. Alors, il y a aussi, je vais vous donner une liste de jeux. Et vous allez me dire si vous voyez ce que c'est et si ça vous intéresserait. Et on va essayer de jouer les devins pour savoir si on pense que ça va être des bons jeux et que l'intérêt de la PS5, est-ce qu'il y a un vrai intérêt de la puissance de la PS5. Sur Stray, vous voyez ce que c'est, Stray? C'est un jeu où on joue un chat errant et dans un univers avec des robots. Vous avez vu un peu la bande-annonce? Elle est prometteuse, en tout cas, la bande-annonce. La bande-annonce, non, Steph, tu dis non. Non, je dis que tu dis non à la radio, Steph. C'est pour ça que j'ai pas vu. T'as pas vu? Moi, c'est un jeu que j'attends beaucoup parce qu'en termes de direction artistique, on en parlait et que ça a l'air assez dingue comme environnement et surtout de jouer un chat. Moi, je trouve ça très bien. C'est surtout novateur. Oui, voilà. Et là, est-ce que ça valait une PS5? On sait pas. En tout cas, des capacités de PS5, je sais pas, mais on verra bien. Dying Light 2. Non? Si. Pas plus que ça. Horizon. Ça, il est fort attendu, hein. Il est fort attendu, mais est-ce qu'il y aura un gap avec la PS5? Parce que on n'a pas vu la version PS4, mais est-ce que vous pensez qu'on fait un grand pas? Là, on est dans un monde ouvert avec normalement assez spectaculaire en termes de décor, donc la PS5 peut amener une dimension réaliste et immersive vraiment supplémentaire. Donc il y a une plus-value technique, c'est ça que tu veux dire dans la direction? Ouais. Après, ça va dépendre évidemment du scénario et comment le jeu est géré, mais techniquement, il peut vraiment y avoir une plus-value. Tu es d'accord avec ça, Cédric? Je suis tout à fait d'accord. Oui, non. Maintenant, juste attendre sa sortie et de prouver ce qu'il a, tout simplement. Bon, il y a un autre jeu qui est vraiment current gen maintenant, on va dire, plutôt que c'est Elden Ring. C'est Elden ou Elden, je sais pas. J'écris trop mal. Est-ce que vous avez vu Elden? Vous avez vu la bande-annonce, j'imagine. Est-ce que c'est la claque quand vous avez vu? Est-ce que vous trouvez que c'est une grosse claque visuelle? Moi, j'ai pas encore vu la bande-annonce, mais le truc, c'est que c'est un type de jeu, si c'est aussi dur que ses prédécesseurs, donc Dark Souls. C'est des jeux qui sont extrêmement punitifs et donc qui peuvent rebuter un certain nombre de joueurs. Mais bon, moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mais visuellement, non. Si t'as pas vu, Cédric, t'as vu?
Si, j'ai vu la bande-annonce, enfin, en tout cas, la vidéo de lancement. C'est vrai que c'est très prometteur, mais bon, voilà, la claque graphique, est-ce que la claque graphique permettra, entre guillemets, aux joueurs moins aguerris et qui n'aiment pas ce système de punition par rapport aux prédécesseurs, pouvoir les maintenir dans ce type d'univers, tout ça. Ouais, ça va faire vraiment mal. Bon, sinon, dans les autres jeux, il y avait Starfield, c'est un jeu de Bethesda, c'est un jeu de science-fiction entre les planètes. Il y avait Forspoken, je pense que vous avez vu, c'est un nouveau jeu Squaresoft, là, qui sont vraiment très jolis. Donc, pour les auditeurs qui n'ont pas acheté un coup d'œil ou qui veulent voir, il y a Hogwarts Legacy. Ça, c'est peut-être un jeu que j'attends aussi, même si je suis pas fan d'Harry Potter. Bon, il y a Gotham Knight aussi. Bon, le God of War Ragnarok. Bon, ça, j'attends un peu moins. Plague Tale Requiem, je sais pas si vous avez vu, c'est les Français. Vous avez vu Ça, je l'ai pas vu. Vous avez pas fait celui d'avant, le Plague Tale, je sais plus, Innocence? Non, j'ai pas joué, moi. C'est des Français, en plus. Il faut les soutenir, c'est un studio français. Il y a Avatar et Crimson Desert. Donc, on est d'accord on espère cette année que ça va un peu booster, que ça va être plus beau et surtout plus intéressant. Merci, messieurs, dames. On va pouvoir passer, au tuto survie. Il faut bien qu'on survive un petit peu à 2022. Donc, jingle. Pour survivre à une guerre, faut devenir la guerre. C'est pour ça qu'ils t'ont mis dans ce groupe. Parce que tu aimes te battre. Et oui, on aime se battre. Alors, qui veut se lancer dans son tuto? C'est Cédric ou Steph? Allez. Comment on veut. Allez, Cédric, vas-y. Je me lance alors. Au départ, j'avais pensé faire un tuto sur comment survivre entre guillemets à sa femme lorsqu'on dépasse son temps de jeu. Je me suis dit qu'avec Steph bien accompagné, on allait être mal barré. Donc finalement, j'ai fait quoi? Quelque chose que certainement vous connaissez tous et sur lequel vous êtes tous déjà tombés, c'est comment survivre à un campeur ou une campeuse. Surtout d'un point de vue physique et financier, parce que bon, ça vous est déjà tous arrivé. Dans une partie de jeu, on avance, on est bien content, on progresse, ratio est bien, et puis finalement tout s'arrête. Parce que quelqu'un... Excuse-moi, je te coupe. Tu peux expliquer ce que c'est pour les gens qui connaissent pas? Justement, j'allais dire. Parce que, justement, ce campeur ou cette campeuse, c'est ce petit joueur qui a tendance à rester caché dans un petit coin, derrière une porte, dans la noirceur, voire éventuellement couché dans les feuillages, boire son petit thé, et qui, finalement, vous met à terre sans que vous n'ayez crié gaffe et rien compris, avec parfois une petite phrase salace, style « je t'ai bien lu ». Où tu es un homme et finalement on se demande quoi, et la seule chose qui arrive, et je suppose que ça vous est déjà tous arrivé, on a envie de balancer sa manette, tout simplement. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en priver et surtout en survivre? Eh bien, un grand conseil, c'est la mousse, le polyester. Tu vas me dire peut-être pourquoi. Eh bien, entourez vos manettes, télévision, verre d'eau qui vous entoure. Au moins, si ça vous arrive, parce que ça va vous arriver, au moins vous aurez fait quelques économies puisque ça va rebondir dans tous les sens, mais vous n'abîmerez rien. J'insiste juste sur une chose, c'est que j'ai vu que dans la classe polyester, donc dans la mousse, malheureusement, si vous l'entourez sur votre télé, que vous la balancez du 3e étage, à partir du 3e, désolé, la télé est cassée. Et finalement, avant de commencer, l'émission, j'ai vu une dernière astuce. Vous ne m'en croirez pas. Vous voulez les éviter, ces fameux joueurs qui vous plombent votre soirée? Eh bien, il y a une bonne idée. C'est de ne surtout pas allumer votre console et de ne surtout pas y jouer. Comme ça, au moins, vous ne les rencontrez pas et au moins, votre soirée sera bien. Et vous aurez survécu à, une bonne crise de colère et éventuellement à votre carte bancaire qui vous dira merci. Eh ben, merci pour cette superbe démonstration. Toi, Steph, c'est à toi. De quoi vas-tu nous parler comme tuto? Eh ben moi, mon tuto, je me suis inspiré du jeu qui est sorti de Ubisoft, Far Cry 6, qui parle d'un dictateur. Donc moi, j'ai imaginé la situation d'un coup d'État fomenté par un groupuscule extrémiste geek qui ont pour grand projet politique évidemment d'imposer au minimum 15 heures par jour d'écran, dont au moins 5 heures à coder des logiciels et 5 heures de jeu en ligne minimum. Donc comment survivre, le but c'est d'organiser la résistance et de renverser le régime, et pour ça il y a 3 étapes. Donc la première étape, c'est l'infiltration, se faire passer pour l'un des leurs. Donc il faut déjà, première chose, se laisser pousser la barbe avec un peu de miettes de pain dedans, généralement c'est mieux. Manger des chips et du soda, utiliser plein de mots compliqués comme variable publique, débogger, compilation, MMO, headshot, référence de pointeur nul et sauce samouraï. Oui. Voilà. Et puis avoir un PC portable avec plein d'autocollants. Donc là, on est l'un des leurs, on est intégré. Ensuite, on passe à la phase de déstabilisation.
pour saper le moral. Donc d'abord, on détruit toutes les statues et figurines de Star Wars, de Zelda, du Seigneur des Anneaux et tous les équivalents. Ensuite, et on inonde Steam et tous les réseaux sociaux de mauvais commentaires sur les jeux vidéo occultes et aussi anti-rétro gaming. Après, on va attaquer les centres réseaux pour faire des coupures internet. Ça va les conduire à la folie petit à petit. Et ensuite, on fait quelques attentats aussi contre les usines qui fabriquent des sièges de gamers pour les couper de leurs repères et les mettre dans un inconfort. Et enfin, dernière étape, l'assaut final. On continue à utiliser des mots compliqués, mais sauf qu'on va rajouter des phrases comme la force est avec toi, telle est la voix, je suis ton père, I will be back, où la cuillère n'existe pas. Comme ça, avec ça, on monte en grade et on accède aux plus hautes sphères et au haut de la hiérarchie. Et enfin, on peut prendre d'assaut le bureau du leader suprême et le forcer à abdiquer avec plusieurs techniques simples. D'abord, on écrase des paquets de chips devant lui. On met la main sur sa collection de Lego rares et on commence à les démonter pièce par pièce. Et on les mélange. Haute technique radicale, on range son bureau. Ça, voilà. On commence à organiser de façon logique ses logiciels et ses dossiers dans son ordi. Voilà. Et là, et ensuite, le coup de grâce, on commence à mettre à zéro la progression de ses avatars dans ses jeux vidéo préférés. Et là, normalement, c'est radical, il applique. Voilà. Fin du tuto. Eh ben, c'était super immersif. Bravo, messieurs. C'était super bien. C'était super bien ficelé. J'espère que les auditeurs vont pouvoir s'inspirer de vos faits et gestes. C'est déjà l'heure du quick. Donc, bah, allons-y. Le quick, c'est parti. Jingle. Let's get ready to rumble! Le quick, hein, je rappelle, qu'est-ce que le quick? C'est le quiz geek et donc le quick. Alors c'est un petit jeu comme ça de fin d'émission tranquillou où je vais compter les points dans des et donc aujourd'hui je vais vous dire le thème, mais en tout cas les chroniqueurs ne sont pas au courant des thèmes malgré leur tentative de soudoiement. Donc le thème de ce soir c'est Dracula et les vampires. Donc alors vous serez 2 contre 1, hein, Cédric, c'est pas cool. Mais c'est comme ça. Ouais, bah bon, ça a souvent été comme ça, Belgique-France. Belgique-France, ouais, t'as le seum, on a mieux joué, on a la possession de la balle. Bon, on va pas parler de ça. Alors, attention, alors c'est pas une question de rapidité, vous allez répondre chacun votre tour. À 10 près, selon vous, combien y a-t-il de films de Dracula? À 10 près. Vas-y, l'équipe Montreuil, à 10 près. Des films de Dracula. Bonne question. 65. Avec les dessins animés? Non, les films. 65. 65. Moi, je dirais 85. 85, eh ben, c'est plus de 150. Donc, déjà, 1 point pour Cédric. Si mon stylo marchait, il n'en a rien. Bon, Cédric. 1 point for Belgium. Deuxième question. Pourquoi Murnau a-t-il appelé son film Nosferatu? Par rapport à Mozart, non? Oh là! Non, aucune idée? Personne ne sait? On n'a aucune idée. Eh ben, la réponse, 0 point. La réponse, c'est qu'il voulait pas payer les droits d'auteur auprès de Bram Stoker, qui a écrit aux descendants de Bram Stoker. Donc, il a dit, je vais pomper toute l'histoire, mais je vais changer les noms. Voilà, ça s'appelle comme ça. Attention, question de rapidité. Ah, je vous vois plus, mais c'est pas très grave. Rapidité, hein, c'est Cédric et Steph, hein. Et Virginie, bien sûr. Quel acteur a joué Dracula et aussi dans Star Wars et le Seigneur des Anneaux? Tu vois qu'on n'est pas très vampirique. Oh, allez! L'acteur a joué Dracula et aussi Qui a joué Dracula et qui a aussi joué dans Star Wars et dans le Seigneur des Anneaux? Oh! Un immense acteur, il est mort il y a, je sais pas, il y a quelques années maintenant. Aucune idée. On est très mauvais ce soir, visiblement. Voilà. Il est en haut d'une tour. On le voit, il regarde en haut d'une tour dans Seigneur des Anneaux. Ah oui, Christopher Lee. Christopher Lee, 1 point pour l'équipe Montreuil. Eh ben. Oui, exact. C'est vrai, j'avais oublié qu'il avait joué Dracula, mais maintenant que tu le... Effectivement. Bon, faut que tu me diras parce que je te vois plus sur la caméra. Combien de temps il reste? Alors, quel film n'existe pas? Est-ce que c'est Billy the Kid contre Dracula, Dracula au Pakistan,
Les Charlots contre Dracula ou Dracula se venge du Vietnam. Quel film de ces 4 propositions n'existe pas? Cédric? Jordan, c'est peut-être Dracula au Pakistan, mais sans aucune certitude. Steph et Virginie? Du coup, on va dire autre chose. Dracula se venge du Vietnam. Dracula se venge du Vietnam, Et allez. vous avez raison, parce que le Billy the Kid contre Dracula, c'est en 66, Dracula au Pakistan, c'est en 67, et les Charlots contre Dracula, c'est en 80. Dracula est inspiré de Vlad Tepes au XVe siècle. Mais que veut dire Tepes? Est-ce que vous savez? Chef de montagne. Vlad Tepes. L'empaleur en tchèque. L'empaleur, tout à fait, c'est ça. Ouais. Bravo, Steph. Tu savais pas, Cédric? Non, j'en savais pas. Je sais pas si c'est du tchèque, mais... Ouais, c'est un peu ça. Qui a réalisé le film avec Anthony Hopkins et Winona Ryder, le film Dracula? C'est Francis Ford Coppola. Ouais. Alors, Cédric? Ouais, écoute, on se fait toujours remonter, hein, c'est comme ça. Allez, il reste une minute. Dans quel film apparaît le personnage de Seth Gecko? Question de rapidité. Wow. Un film des vampires. Seth Gecko. Il y a Quentin Tarantino qui joue dedans. Il y a George Clooney. Ah, c'est Une nuit en enfer? Une nuit en enfer. Ouais. Mais je savais même pas que cette gecko était dedans, mais... Mais si, il l'appelle... il aucune s'appelle... idée. Non, c'est pas le rappeur Seth Gecko, c'est le personnage de Seth Gecko. Attention, une question de rapidité aussi. Quel est le nom de l'actrice qui joue Buffy? Sarah. Oh. Ah, ouais. Voilà. Sarah Michelle Gellar? Ouais. Bien. Allez, Cédric. Allez. Ouais. Il faudra diviser leurs points en deux et jouer à 2. Et jouer à 2. Dans les années 70, il y a eu un film de la Blaxploitation appelé Blackula. Oui ou non? Blackula? On va dire oui. Et oui, un point partout. Bon, large victoire de Montreuil sur Bruxelles. Bon, c'était pour le fun. En tout cas, j'espère que t'en voudras pas, Cédric, d'être tout seul contre 2. Absolument pas. Il va être l'heure de se dire au revoir parce que il est l'heure de rendre l'antenne. Merci tout le monde d'avoir participé à cette nouvelle émission. Merci pour l'invite. Merci. Merci pour l'accueil en tout cas. Et merci à Franck pour la réalisation. Je rappelle que cette émission est diffusée tous les mardis et vous pouvez la retrouver en podcast. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt sur Au Radio. revoir. Au revoir. tout Au le monde. revoir. Le producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle. Non, c'est trop tard, ils vont tourner dans une semaine. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Oh, bonsoir Megaton, oui Megaton, bien Westworld, Megaton, excellent. Au 8e, j'ai bouché la moumoute de mon oncle Mas et j'ai collé sur ma figure pour jouer Moïse à la place de mon cours hébreu. Et en 7e, j'ai fait tomber Master Heidi dans les escaliers et j'ai fait punir le chien. C'est pour ça que ma maman m'a envoyé dans une colonne spéciale pour les enfants trop gros. Obi-Wan, autrefois, a eu la même idée que toi. Tu ne connais pas le pouvoir de l'obscurité.